Une Tesla qui évite au tout dernier moment un Skywarden, le tout dernier avion qui vient d'être livré à l'armée américaine, qui est officiellement en opération depuis mars 2025. Eh bien, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière et c'est maintenant dans la plupart des médias. Alors pourquoi est-ce que cet événement est intéressant? Parce que l'on voit la toute nouvelle machine d'appui-feu rapproché de l'armée américaine qui a été testée, mise en service par l'Air National Guard de l'Oklahoma, aidée par une équipe des forces spéciales qui nous vient de Floride, avoir une panne et devoir se poser. Les échanges radio ont été partagés sur Internet. On entend le pilote déclarer son urgence, dire qu'il va se poser, et un autre pilote, un collègue à lui, essayer d'obtenir des vecteurs pour pouvoir aller sur zone et guider les secours. Roger ball. Alors je suis d'accord, c'est pas tous les jours que l'on voit ces deux joyaux de technologie manquer de rentrer en collision, et il faut le dire, ce coup-ci, kudos à la Tesla qui a réussi à éviter cet abordage qui n'aurait probablement pas tourné en sa faveur au vu des masses en jeu. Alors ce que je vous propose rapidement, c'est de faire un petit topo, un petit briefing sur ce Skywarden qui est fabriqué par L3 Harris, qui nous vient en fait de Dusty Crop Duster. Rappelez-vous Dusty, et d'ailleurs Dusty qui était en mauvaise posture au-dessus de la mer de Chine ou pas loin, qui s'était perdu, qui avait été intercepté par des F-18. Eh bien sachez qu'il y a quelques jours seulement, un F-18 américain, mais surtout un Seahawk, ont tous les deux été perdus en mer, sans aucun mort à bord. Le Seahawk a été évacué, les pilotes se sont éjectés du F-18, mais ce qui pose pas mal de questions, c'est que c'est probablement la première fois de l'époque de l'aéronavale moderne que deux aéronefs sont perdus temps de paix à seulement 30 minutes d'écart. Car des informations sources ouvertes dont nous disposons, le Seahawk s'est abîmé en mer, l'équipage a été récupéré et 30 minutes après, c'est le Super Hornet qui a vu son équipage s'éjecter. On ne sait pas encore pourquoi, ce qui est sûr c'est qu'on suivra, car c'est très intéressant, et pour la petite histoire, c'est en mer de Chine, à bord de l'USS Nimitz, qui fait sa toute dernière sortie en mer avant d'être retiré du service, le Nimitz. Retour vers l'enfer, on en saura plus une fois que les rapports sortent. Mais aujourd'hui, c'est le Skywarden qui nous intéresse, propulsé par une PT6, une turbine de 1600 chevaux. Quand elle est en panne, ça marche moins bien. Et vous êtes sur une machine qui a vocation à aider les forces spéciales au sol. Alors c'est un programme qui a mis plus de 20 ans à aboutir, puisque les Américains, après l'invasion de l'Irak, après l'Afghanistan, se sont dit on a besoin d'une plateforme qui puisse aider les forces spéciales de manière rapprochée, avec d'excellents moyens de communication. Et ils ont eu énormément de mal à la choisir, à la développer. On reviendra sur la chaîne d'ailleurs sur des accidents qui ont eu lieu lors de la sélection des finalistes pour pouvoir faire ce programme qui a abouti en août 2022, après le retrait d'Afghanistan, à un contrat de 3 milliards de dollars pour 75 machines, dont la livraison va être étalée jusqu'en 2029. Cette machine fait environ 3,5 tonnes à vide, donc c'est une grosse machine, 7,2 tonnes en masse max, elle va voler en moyenne en croisière à 330, une VNE légèrement en dessous des 400 km/h, donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de marge, et un décrochage en masse max vendu à 170 km/h. En moyenne, on va se poser avec les volets à 20 degrés. Si on veut vraiment se poser court, on va prendre les volets à 30 degrés. Et vous pouvez avoir une petite dizaine de points d'emport. Vous allez prendre du Hellfire, de l'APKWS, parfait contre les drones, mais également de la GBU-12. Et c'est quand même vendu pour pouvoir embarquer tout ça 2,7 tonnes de munitions pendant 6 heures à 320 km de la base. Donc forcément, pour le théâtre africain, c'est quelque chose qui intéresse également. Mais sa grosse plus-value à ce vecteur, c'est ses boules optroniques. Boule optronique qui, couplé à un excellent moyen de communication, line of sight, à vue, mais également behind line of sight. Regardez derrière la cabine, en place avant, vous avez le pilote qui a du système OTAS, qui peut tout faire avec ses doigts. En place, juste derrière, vous avez le navigateur officier système d'armes qui peut
l'aider et surtout, le pilote peut gérer une caméra, la place arrière peut gérer une autre caméra et accrochez-vous bien, grâce aux antennes derrière, là, eh bien vous pouvez en plus donner le contrôle d'autres caméras à des forces spéciales au sol et avoir un avion et jusqu'à 4 caméras qui regardent 4 cibles différentes, voire qui laser, qui guident laser 4 roquettes différentes. Et ça, il faut avouer, c'est quand même pas banal, c'est quand même intéressant, ça a mis du temps à aboutir, mais c'est le concept de la bosse à l'arrière et ces liaisons de données qui sont souvent le talon d'Achille des avions, on va dire de 4e, 4.5 génération. Alors c'est l'appellation marketing. Hein. Pourquoi? Eh bien parce que ça n'a pas forcément été réfléchi dans les années 80, ça, et maintenant c'est souvent très compliqué à mettre, à modifier après. Alors, le super étendard pouvait faire ce qu'on appelle du digital CAS, du closer support digital, où justement vous pouvez envoyer de la data aux troupes au sol. Là, c'est un nouveau milieu. Vous donnez le contrôle de vos systèmes à des troupes au sol pour les aider à obtenir l'effet militaire recherché. Donc, une machine très intéressante, néanmoins slow-mo, comme on dit, slow mover, qui va doucement, qui est forcément assez facile à toucher, qui va avoir des leurres, qui va avoir de quoi se défendre, un peu de brouillage, détecteur de départ missile. Mais le GAO américain, qui surveille un petit peu que l'argent du contribuable américain est bien utilisé, s'est quand même posé des questions, notamment avec l'arrivée des drones et la démocratisation de certains systèmes sol-air pour abattre des avions. Parce que bien que le pilote soit une sorte de baignoire qui le protège, on est quand même sur une machine assez facile à cibler. Donc on revient sur cette machine et ces images. On voit que l'avion a été perdu du côté de la piste de Will Rogers, qui est un grand terrain international, où est basé l'Air National Guard de l'Oklahoma. À bord, on avait un civil et un militaire. Et on est sur une machine qui est à train classique. Son petit nom également, c'est le Skyraider 2. Il vient remplacer le Skyraider qui a fait beaucoup de missions d'appui-feu au Vietnam. D'ailleurs, quand il a été reçu pour la première fois en Floride, il y avait des anciens du Sky qui sont venus pour la cérémonie. On est sur une machine donc qui est très costaud. On voit que le pilote a fait le choix de ne pas se poser sur la route. Il a décidé d'arriver sur le côté. Alors, le long des routes, surtout aux US, vous avez des poteaux. Et au niveau des poteaux, vous avez des lignes électriques, basse tension, ou vous avez des lignes téléphoniques. Et donc, il a probablement voulu passer en dessous, parce que même avec une machine de 4 tonnes, c'est pas une situation d'avenir de vouloir se heurter à une ligne électrique. Maintenant, si on veut faire la petite minute sécurité des vols, en monomoteur, comment est-ce qu'on gère une panne? Cactus 1539 hit birds through lost thrust of focus returning back towards LaGuardia. Cactus 1529, which engines? Both engines, he said. La règle des bases, c'est Aviate, Navigate, Communicate. Sur ces machines, vous n'avez pas de siège éjectable, il va falloir rester dedans. Donc, le réflexe que doit avoir tout pilote de monomoteur, c'est en permanence, du coin de l'œil, voir un champ. Ce que je veux vous amener à comprendre aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a une différence dans l'urgence, dans la gestion d'une panne, fonction bien, de la temporalité qui s'offre à vous. C'est le fameux T4DEC, c'est quoi le temps? Pourquoi est-ce qu'il faut collecter les faits? C'est quoi mes options, les risques? Je décide. Si vous êtes en vol à très basse altitude, sur un monomoteur, vous allez avoir que quelques secondes avant de toucher le sol. Donc par exemple, si en panne, vous avez 150 mètres de perte d'altitude par minute, que vous volez à 150 mètres, vous allez initialement pouvoir cabrer un tout petit peu, récupérer, transformer votre énergie cinétique, votre vitesse en énergie potentielle de pesanteur, prendre un peu de recul, et là, eh bien, je suis par exemple à 200 mètres, vous savez que vous allez toucher le sol dans 1 minute 20. Et si vous commencez à incliner l'avion, ça sera plus rapide que ça. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que si par contre vous êtes en croisière à 3000 mètres, je vous laisse faire du calcul, vous avez beaucoup plus de temps. Donc fonction de votre hauteur de vol, en monomoteur, la gestion de crise lors d'une panne moteur ne se gère pas tout à fait pareil. La finalité reste la même. Se poser en toute sécurité, en tuant personne au sol, en survivant et en faisant le minimum de dégâts à l'avion. Là, on voit qu'il a pris un peu de ferraille avec la partie gauche de l'aile, mais posé, pas trop cassé, tout le monde vivant, mission effectuée. À partir de là, vous allez avoir une idée avec votre vitesse de planée, eh bien, de la distance maximale que vous pouvez faire en panne. Vous allez essayer de trouver un champ et orienter votre machine pour essayer de se poser vent de face. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que dans les avions de ligne, vous avez probablement remarqué, on a 2 moteurs. Pourquoi? Eh bien justement pour augmenter les chances de ramener tout le monde à bonne destination. Et si par exemple vous traversez l'Atlantique, vous allez avoir la capacité sur un seul moteur de voler 2 heures, 3 heures jusqu'au terrain le plus proche. Maintenant si vous volez en France, il y a des terrains absolument partout. Donc si vous avez une panne en croisière avec votre avion de ligne, en fait, généralement, on va réduire et on va pouvoir gentiment se présenter pour se poser. Une grande différence de philosophie entre la gestion d'une panne monomoteur et la gestion d'une panne bimoteur. Maintenant, sur un bimoteur, vous tapez des oiseaux, double panne moteur, c'est Sully, c'est l'Hudson,
on fait la même chose. Et c'est pour ça que c'est important, à basse altitude, toujours d'avoir conscience du temps que vous avez devant vous en cas de situation extrêmement dégradée. Et on aime bien dire qu'il maîtrise le temps, maîtrise son environnement. Donc si vous pilotez, je vous encourage à regarder votre vario en panne moteur, de manière à avoir une bonne idée du temps qui s'offre à vous, fonction de votre hauteur de vol, ça vous aidera à rester devant l'avion. Alors de Hurlburt Field en Floride à l'Oklahoma, vous avez compris qu'il y a cette montée en puissance de cette machine, que le talon d'Achille d'un monomoteur comme ça, c'est son groupe motopropulseur. La PT6, c'est une turbine qui a fait ses preuves, que vous retrouvez par exemple sur des PC-12, que vous retrouvez sur une multitude d'avions, mais alors que cet avion est tout neuf, vient tout juste d'entrer en service après un programme qui a été quand même assez catastrophique, c'est sûr que cela va faire parler dans l'armée américaine. Maintenant, les forces spéciales américaines ont probablement vraiment besoin de cette machine qui offre de nouvelles capacités. Mais ce que tout le monde se demande, c'est pour combien de temps au vu des nouvelles menaces qui existent. Attention néanmoins à ne pas tomber dans un biais que l'on retrouve souvent du côté des analyses de défense. C'est ce biais de croire que les adversaires vont forcément avoir toutes les capacités qui existent à l'heure actuelle. Ça, c'est un point important. Pourquoi? Si on regarde par exemple les avions furtifs, c'est facile de dire de nouveaux systèmes radars existent qui permettent par exemple de déjouer la furtivité. Très bien, une techno existe. Mais quelle sera la part de vos adversaires potentiels qui vont mettre en œuvre cette technologie? Les drones qui peuvent détruire des hélicoptères existent. Mais quelle sera la part des adversaires des Américains qui vont utiliser cette technologie dans les 10, 15, 20 prochaines années? Et si on regarde même les choses différemment, c'est le rôle du militaire d'étudier la menace, d'étudier les capacités de la menace et de mettre en place une tactique en adéquation avec cette menace. La fameuse règle des 5T dont on parle dans au-delà du cockpit, c'est quoi la temporalité, c'est quoi le task, l'état final recherché, c'est quoi la cible, c'est quoi les menaces, et du coup on vient en déduire les tactiques. À chaque fois, cela va dépendre des menaces. Si on regarde par exemple le début du conflit en Ukraine, les drones mâles, donc les drones turcs TB2 ont très bien fonctionné jusqu'à ce qu'il y ait une adaptation de l'adversaire qui à ce moment-là a commencé à faire beaucoup trop d'attrition pour que ça fonctionne. Avec ce type d'avion, ça va être exactement la même chose. Vous allez devoir les envoyer dans un endroit où vous avez la supériorité aérienne, où vous pouvez l'acquérir pour la durée du vol et surtout face à des menaces sol-air qui sont très faibles, voire inexistantes. Et sinon, vous allez aller vers un fort taux de perte au combat. Maintenant, j'insiste, c'est quand même pas banal d'avoir ce type d'aéronef sans siège éjectable, ce qu'on voit l'héritage de la guerre du Vietnam, mais clairement, monter dans ce genre d'aéronef face à des adversaires bien équipés, ce ne sera pas forcément une situation d'avenir, mais les militaires ont conscience des risques qu'ils prennent, ils font ça pour servir leur pays, la population, leur territoire, les intérêts de leur nation. C'est pas pour rien qu'aux États-Unis, quand vous êtes militaire, les civils vous disent « Thank you for your service », quelque chose que l'on retrouve beaucoup plus rarement en France ou en Europe, mais espérons que ça change. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et fly safe.